Donc de retour pour la suite du chapitre 4 codage canal pour codage et théorie de l'information. On va essayer de vous expliquer un petit peu les notions du syndrome d'erreur et comment on va établir la table de décodage. Il n'y a pas mieux que d'utiliser un petit exemple. Donc on va commencer par un exemple simple d'un code en bloc linéaire. Donc si 5, 2, soit le code C5, 2. Donc avec la matrice génératrice du code donnée par G est égal 1, 0, 0, 1. Donc on voit bien que c'est une forme systématique. 1, 0, 0, 1 et 1, 1. Donc vous avez de ce côté-là la matrice identité de taille 2 fois 2 et de ce côté la matrice de parité de taille 2 fois 3. Si je veux calculer la matrice de contrôle de parité, donc c'est simple. Donc j'utilise les propriétés, donc H qui est égal donc à P transposé, donc I. Donc on aura une matrice donc, de taille 3 fois 2 et une matrice identité de taille 3 fois 3. Et ça va me donner donc 1, 0, 1, 0, 1, 1 de ce côté-là. Et à gauche, donc à droite, on aura la matrice identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ça, c'est la matrice de contrôle de parité H que nous pouvons utiliser pour détecter les erreurs. On sait que lorsque nous avons un mot de code C1 qui appartient à mon code C5.2, alors C1 fois H transposé n'est rien d'autre que le vecteur 0. Donc c'est un vecteur nul. Cette propriété va nous servir pour détecter les erreurs. Ça veut dire que si le produit n'est pas nul, donc je peux savoir, je peux déduire qu'il y a eu des erreurs quelque part. On va appeler ça syndrome d'erreur. D'une manière générale, si j'ai n'importe quel code qui appartient à C5.2, donc C, et à qui je rajoute une erreur, E, donc le produit fois H transposé n'est rien d'autre que E, donc E c'est l'erreur, fois H transposé. C'est ce qu'on appelle le syndrome. Donc, syndrome d'erreur. Lorsque S est égal à 0, soit il n'y a pas eu d'erreur, soit l'erreur est indétectable. On va voir pourquoi, dans certains cas, on va avoir des erreurs indétectables. Lorsque S est différent de 0, donc il y a eu erreur. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome d'erreur. Pour mieux vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, donc je vais reprendre l'exemple. On va essayer de calculer tous les mots de code, donc qui correspondent au message de taille 2. Donc on va avoir le tableau. Donc puisque K égale à 2, donc je vais avoir des 0 et des 1, des 0 et des 1. Donc ça, ce sont les messages. Donc on va énumérer tous les cas possibles de taille 2, donc on va avoir 4, 1, 1, 0 et 1, 1. Et de ce côté-là, on va voir les mots de code. Donc c'est 0. Donc j'ai 5. Donc de C0 jusqu'à C4. C2, C3, C4. D'accord? Déjà, puisque le code est systématique, directement, j'ai C0 qui est égal à D0, d'accord?
C1 qui est égal à T1. Donc directement, je vais reproduire les informations de ce côté-là. 1, 1, 0. 1, 1. D'ailleurs, vous pouvez écrire les équations de ce côté-là. Donc on va avoir C0 qui est égal à T0. Donc on va avoir C1 qui est égal à T1. C2. Donc si je regarde le C2, pareil, donc c'est une multiplication par D0. Donc D0. C3, c'est D1. C3, c'est D1. Et C4, c'est D0 plus D1. Vous voyez ici, donc c'est D0 plus D1. Donc vous avez ici les équations. Donc je peux continuer avec C1 et C2 et C3. Donc C2 et C3, c'est de la même manière, je reproduis les mêmes bits à droite, à gauche, à droite, 0, 1, 1, 0 et 1. Et pour C4, c'est la somme de D0 et D1. Donc je somme les deux premiers bits du message D. Donc ici c'est 0, 1, 1 et 0. Vous avez la table qui vous donne tous les mots de code. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 mots de code, puisque K égale à 2, donc 2 à la puissance 2, donc c'est 4 mots de code. Je vais calculer le poids de Hamming, on verra plus tard quelle est l'utilité d'utiliser de calculer le poids de Hamming. Vous calculez le poids de Hamming, mais sans prendre en considération le mot nul. Donc le mot nul, vous ne le prenez jamais, vous le considérez jamais en calcul. D'accord? Donc le poids de Hamming, n'oubliez pas, c'est le poids de Hamming uniquement des mots de code. Donc c'est de C0 jusqu'à C4. Ne prenez pas en compte les messages. Donc C0 jusqu'à C4. Seulement. D'accord? Donc ça, c'est les mots de code. Ça, c'est le message. Donc, pour le deuxième mot de code, j'ai 3, 1, donc c'est 3. Pour le troisième mot de code, donc j'ai 3, 1, donc c'est 3. Et pour le quatrième mot de code, c'est 4. Donc 3, 4. Donc toujours, je répète, ne prenez pas en compte le mot nul. Donc on ne calcule pas le poids de Hamming pour le mot nul. Donc en tout, vous avez 2 à la puissance K qui est égal à 2 à la puissance 2 qui est égal à 4 mots de code. Donc je vais essayer d'effacer. Je garde la matrice H, puisqu'on va l'utiliser pour le syndrome d'erreur. Donc, ma question. Donc, ces mots de code, donc, si j'utilise la propriété C fois H transposé, puisque ces mots de code appartiennent à mon code C5.2, donc le produit de n'importe quel mot de code, donc fois H transposé, va me donner 0. Donc, si je prends par exemple C1, qui est égal, je prends un mot de code au hasard, 1, 1, 1, donc 4 fois 1, 0. Donc C1 fois H transposé est 0, puisque c'est des mots qui appartiennent à mes mots de code que j'ai générés avec le code C5.2. D'accord? Donc il n'y a pas eu d'erreur. Il peut y avoir une erreur qui est indétectable. Je peux prendre un exemple. Je vais prendre par exemple le mot C2 qui est égal 1, 0 et 1, 0 et 1. Donc ce mot de code, si je fais la multiplication avec H transposé, je vais avoir un syndrome nul. Par contre, je vais faire exprès comment le rendre égal à un mot de code. D'accord? Si je compare. Donc j'ai ici 3 bits. Non, ça c'est trop. On va le comparer avec ça. C'est pas grave. Je vais essayer de rajouter des erreurs de telle sorte à ce que C2 devient C1. Pour cela, donc, je rajoute l'erreur E égale. Donc,
0, 1, 0, 1, 0. Donc j'ai rajouté deux erreurs, une à la position 2 et une à la position 3. Donc en rajoutant donc C2 plus E, qui est égal, on va retrouver 1, 1, 1, 1, 0. Donc si je prends le produit, donc C2 plus E, donc le tout fois H transposé, donc on va trouver 0. Donc c'est le deuxième cas dont je viens de vous parler. Ça veut dire que j'ai trouvé le syndrome qui est nul, et pourtant il y a bien une erreur à la position 2, pardon, et à la position 4. Il y a eu des erreurs. Donc c'est ce qu'on appelle des erreurs indétectables. Indétectable. En gros, si l'erreur me permet d'avoir un de ces 4 codes, hormis le code 0, donc c'est des erreurs indétectables. Donc si je veux calculer toutes les configurations des erreurs indétectables, les configs d'erreurs indétectables sont donc de la puissance 4 moins 1. Donc j'enlève le mot 0. D'accord? Donc j'ai 2 à la puissance 4 moins 1, configuration d'erreur indétectable. Que ce soit des erreurs d'une erreur, ou de 2 erreurs, ou de 3 erreurs. Donc je ne peux pas détecter 2 à la puissance 4 moins 1 erreur. Donc maintenant la question, quelles sont les configurations d'erreurs détectables? C'est toutes les autres. C'est toutes les autres qui n'appartiennent pas à 2 puissance 4 mot de code. En gros, donc j'avais le C qui est égal C0, C1, donc je préfère les écrire, C2, C3 et C4. Donc 1 égale à 5. Mais pourtant, j'avais que de la puissance k égale à 2, donc de la puissance 2 mot de code, qui est égal à 4 mots de code. Mais si j'énumère tous les cas possibles de taille 1, je vais avoir 2 à la puissance 1. D'accord? J'ai 2 à la puissance 1 mots qui n'appartiennent pas à C1, C5, 2, ou bien C1, 5. Ça, c'est le nombre total. Je peux en déduire donc le nombre de mots de code détectables qui est égal, donc le nombre de configurations d'erreurs détectables est de 2 à la puissance n moins 2 à la puissance k mots. D'accord? Alors, là, c'est le nombre de mots détectables. Qui n'est pas le nombre de mots détectables, c'est le total. Ça peut être des mots de 2 erreurs, 3 erreurs, 1 erreur, etc. Ça dépend de votre mot de code. Donc, le nombre total, ici, c'est 2 à la puissance 1 moins 2 à la puissance 4. Donc, dans notre exemple, 1 égale à 5 et 4 égale à 2. Donc, je vais avoir 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 5, donc 3, 16, 32. Et 2 à la puissance 2, donc 4. Donc 32 moins 4, ça va nous donner 28 mots. Erronés. Ou 28 erreurs. J'ai le mot erroné. D'accord? 28 mots erronés. Ça, c'est pour notre exemple.
configurations d'erreurs corrigeables. Les configurations d'erreurs corrigeables, vous pouvez à n'importe quel moment, en essayant de multiplier donc, votre code par H transposé, donc le transposé de la matrice H, donc on va avoir un certain nombre de H transposés, on va avoir un nombre de colonnes qui est égal à n moins k. Donc en réalité, le nombre. Donc ça, en fait, les erreurs ils dépendent du syndrome que vous allez calculer. Donc si le syndrome est des dimensions n-k, ça veut dire le nombre d'erreurs corrigeables, c'est 2 à la puissance n moins k. Donc le nombre de configurations d'erreurs corrigeables est de 2 à la puissance n moins k. Donc pour notre exemple, 2 à la puissance 5 moins 2 à la puissance 2 à la puissance 5 moins 2, donc je vais avoir 5 moins 2, 2 à la puissance 3, donc 8. Donc je peux corriger seulement 8 erreurs. Que ce soit des erreurs où j'ai une erreur par mot ou bien 2 erreurs. On va voir pour notre exemple quelles sont les erreurs que je peux corriger. Donc on va essayer de construire une table de décodage. Donc on revient toujours à l'exemple. Donc si j'essaie de calculer, donc j'ai 2 à la puissance n moins k avec n est égal à 5 et k est égal à 2, donc je vais avoir 2 à la puissance 3 erreurs corrigeables. Maintenant, ne pas confondre avec la question lorsqu'on vous pose la question en utilisant la distance minimale. Quels sont les nombres d'erreurs détectables, quels sont les nombres d'erreurs corrigeables. Là, c'est une configuration d'erreurs. Je préfère écrire configuration d'erreurs, mais elle traite toutes les erreurs possibles. Alors que la question avec la distance minimale, ça veut dire dans un autre code, combien d'erreurs je peux avoir pour pouvoir corriger, par exemple, cette erreur. Une erreur par mot de code, donc on peut avoir une erreur. D'accord? Quelle que soit la position de cette erreur. Lorsque j'utilise la distance minimale, donc c'est le nombre d'erreurs que je peux avoir, d-1 sur 2, c'est le nombre d'erreurs corrigeables. Ça peut être 1, quelle que soit sa position, ça peut être 2, quelle que soit sa position. Et la même chose, lorsque j'utilise d-1, c'est le nombre d'erreurs détectables, quelle que soit leur position. Par contre, ici, c'est en calculant toutes les possibilités. On peut avoir une erreur à la première position, une erreur à la deuxième position, et ainsi de suite. C'est le total. Donc ça, c'est le nombre d'erreurs corrigeables, le total du nombre d'erreurs corrigeables. Ok, on va essayer de construire maintenant la table qui va nous permettre de décoder le code et permettre aussi de corriger. Ok? Donc, normalement, l'erreur, elle doit être de la même taille de C. D'accord? Vous avez C comme ça, donc je peux avoir une erreur ici, ici. Donc l'erreur, elle est de taille n. On peut avoir 2 erreurs, on peut avoir une seule erreur, on peut avoir tout l'ensemble qui est erroné, etc. Ainsi de suite. Donc je vais enlever E. Donc c'est l'erreur que je peux avoir. Elle est de dimension n. Donc pour notre exemple, elle est de dimension 5. Donc on va faire un tableau de toutes les erreurs possibles. Donc E, donc là il y a E0, E1, E2, E3. E4, E5, 1 des 0, 0, 0, 0, 0, 0. J'ai 5, normalement je m'arrête à 1 des 4. D'accord? Ok. Donc j'ai oublié de parler de la distance minimale. Puis la WH minimum est égal à 3, donc ça veut dire que
la distance minimale est égale à 3. Donc ce code est capable de détecter deux erreurs, d-1, donc 3 moins 1 c'est 2. Il est capable de détecter 3 moins 1 sur 2 en prenant l'entier le moins faible, donc 3 moins 1 sur 2, ça va nous donner une erreur. Donc ce code est capable de corriger à 100% une erreur, quelle que soit sa position. On va supposer que l'erreur se trouve à la première donc, position, 1. Ensuite, l'erreur se trouve à la deuxième position, 0. Troisième position, quatrième position et cinquième position. Donc, il est capable de corriger de la puissance 3, donc 8. Donc, j'ai combien jusqu'à présent? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque 2. Il me manque 2 positions. Donc, toutes les configurations comportant une erreur, c'est bon, je l'ai déjà donné ici. Donc, il peut les corriger entièrement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des configurations de 2 erreurs. Premièrement, donc on va calculer le syndrome. Le syndrome est S0, S1, S2. Puisqu'on dit N-K, donc on va avoir 3 positions. N-K5, moins 2, 3. D'accord? Là, il y a le syndrome terme, c'est 0, 0, puisque j'ai l'erreur nulle, donc le syndrome qui est égal à 0. Là, il y a 0, 0, 0, 1. Normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier H, donc E0, E1, E2, E3, E4 fois H transposé. Donc, pour calculer le syndrome, fois H transposé, pour calculer le syndrome. Vous remarquerez ici, lorsque vous multipliez cette ligne fois H transposé, donc le résultat que vous allez avoir, c'est exactement, donc vous avez une erreur à la première position, le syndrome que vous allez trouver, c'est exactement, vous pouvez faire du calcul, vous allez trouver la même chose, vous allez trouver exactement la colonne numéro 1 de H. D'accord? Vous allez trouver la colonne numéro 1 de H. Donc on va avoir 0, 0, 1. Pareil, là, on va avoir 0, 1, 0. Donc c'est la colonne numéro 2. Ensuite, on va avoir 1, 0, 0. Ensuite, on va avoir 0, 1, 1. Ensuite, on va avoir 1, 0, 1. D'accord? Donc cette erreur, elle est donnée par ce syndrome. C'est exactement la même valeur ou la même colonne que vous allez trouver sur H. D'accord? Il me manque 2 syndromes. Il me manque le syndrome. 0, 1, 1. Donc il me manque le syndrome 1, 1, 1. Il me manque aussi quoi? Quel syndrome? 1, 1, 0. Donc il me manque le syndrome 1, 1, 0. D'accord? 1, 1, 0. Donc, les configurations qui ont une erreur, là, ça constate tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter des configurations de 2 erreurs. Oui, Nicolas, des 2 1 quelque part. Bon, vous pouvez essayer de prendre des erreurs de 2, vous essayez de voir quelle est l'erreur qui va vous donner. Donc, vous avez 2 erreurs qui va vous donner 3 fois 1. Donc, un syndrome qui donne 3 fois 1. Et l'erreur qui va vous donner le syndrome de 1, 1, 0. Bon, alors l'astuce que je vais vous donner, c'est d'essayer de voir les colonnes de H, quelles sont les colonnes que je peux sommer, de telle sorte que la somme t'atteint 1, 1, 1. Par exemple, si je somme, 1, 2, 3, 4, 5, si je somme la 5e colonne avec la 2e colonne, je vais avoir 1, 1, 1. Donc ça correspond à une erreur à la 5e position et une erreur à la 2e position. Donc à la 5e position, on aura 1, 0, 0, 1, 0. Ça, c'est une configuration de 2 erreurs. Le syndrome TAHA, c'est 1, 1, 1. Maintenant, quelles sont les colonnes que lorsque je somme, je vais avoir 1, 1, 0. 1, 1, 0. Par exemple, donc si je somme la 2e et la 3e colonne, je vais avoir 1, 1, 0. Donc la 2e et la 3e. Donc 0, 0, 1, 1, 0. On va avoir 1, 1, 0. Donc en gros, ce code me permet de corriger toutes les erreurs ou bien toutes les configurations d'erreurs comportant une erreur et 2 configurations qui comportent 2 erreurs. Donc c'est ce qui me permet de faire. Lorsque je vous donne un mot et je vous demande de voir si ce mot est erroné ou pas,
vous allez multiplier fois h transposé. Donc vous allez calculer le syndrome. Donc si vous trouvez le syndrome 0, donc ceci implique qu'il n'y a pas eu d'erreur. Si jamais il y a eu d'erreur, c'est une erreur indétectable. Vous ne pouvez pas la détecter, donc vous ne pouvez pas la corriger. Si vous trouvez le syndrome 001, donc directement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déduire qu'il y a une erreur à la première position, vous allez changer ce bit. Si ce bit était, donc le message que je vous ai donné était à 1, vous allez changer en 0. Ainsi de suite. Si je trouve 0, 1, 0, vous allez corriger donc, le deuxième bit. Donc toujours vous partez de droite à gauche. Hein. Si le syndrome 1, 0, 0, donc le troisième, ainsi de suite. Si vous avez un syndrome 1, 1, 0, donc vous avez deux erreurs. Vous allez corriger le deuxième bit et le troisième bit. Donc ça, c'est la table de décodage. C'est valable à chaque fois pour tous les mots de code. Table de décodage en fonction des syndromes d'erreur. Donc j'espère que j'étais clair. Je reviens vers la distance minimale pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc la distance minimale, qui me le répète 10 minutes égale à 1, ça veut dire que le code est capable de corriger à 100% une erreur. D'accord? À 100%. La distance minimale est égale à 1. Donc toutes les erreurs, une erreur, une erreur, une erreur, une erreur, il est capable de les corriger à 100%. Bon, vu que 1 moins k est égal à 3, donc j'ai 8 positions des syndromes, je peux rajouter 2 k. Ça veut dire que je peux rajouter 1 et 2. Donc ce code, C52, est capable de corriger toutes les configurations d'une erreur et deux configurations de deux erreurs. Na ou na. D'accord? Quand j'ai la distance minimale, par exemple, égale à 5, d'accord? 5 moins 1, c'est 4. Et donc sur 2, vous allez avoir 2. Donc le code aura la possibilité de corriger donc 2 erreurs. Le tableau il va être plus grand. D'accord? Automatiquement, il y a comme 4 positions. Donc vous allez avoir toutes les configurations d'une erreur. Le code il va les corriger à 100%. Et toutes les configurations de 2 erreurs, le code il va être capable de les corriger à 100%. D'accord? Donc, lorsqu'on construit des codes, que ce soit des codes en bloc linéaire ou n'importe quelle famille de codes, le plus important, c'est que ces codes aient une distance minimale grande. C'est l'enjeu vraiment du codage canal. C'est comment construire des codes avec une distance minimale assez grande, ce qui va permettre au code d'avoir un pouvoir de correction important et un pouvoir de détection important. Par contre, il faut faire attention aussi à la façon de décoder. Les exemples que vous voyez au cours, donc c'est des petits exemples, mais vous imaginez bien que lorsque n est grand et k est grand, vous allez avoir un nombre de mots de code impressionnant. Si je dois, pour décoder, donc utiliser une table, je ne sais pas, par exemple, une table à la taille de 2 à la puissance 20, vous imaginez bien la complexité qu'il faut avoir pour décoder. D'accord? C'est pour ça que le décodage, dans le monde du codage canal, c'est une étape importante. Oui, il faut trouver des moyens, ou bien des algorithmes à faible complexité pour pouvoir faire le décodage avec une grande performance, mais aussi avec un temps de calcul raisonnable selon les normes qui sont imposées dans les différents standards. D'accord? Ok, on va essayer de faire. Il reste quoi? Il reste que je ne vous ai pas encore montré comment je calcule la distance minimale à partir de h. Donc, je peux calculer la distance minimale à partir de w. Je peux calculer la distance minimale w maintenant. La table que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous calculez tous les points de Rami, hormis le code 0. D'accord? Et vous prenez la plus petite valeur du poids de Rami. La deuxième méthode, c'est à partir de h. C'est à partir de h. La distance minimale, c'est le nombre de colonnes linéairement indépendants. En d'autres termes, vous essayez de voir quelles sont les colonnes, que le minimum de colonnes, d'accord, le minimum de colonnes, que lorsque je sors ces colonnes, je vais avoir le vecteur 0.
D'accord? On a aucun équilibre de l'école. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour trouver la distance minimale, je peux utiliser H. Ça dépend. Dans les exercices, si vous avez un tableau assez important où vous devez énumérer tous les cas, etc., un grand nombre de valeurs, c'est plus compliqué de le calculer à partir du tableau en calculant le poids de Hamming ou bien la distance de Hamming des mots de code de A2. Par contre, à partir de H, c'est plus simple. Donc, il faut essayer de trouver le minimum de colonnes. Lorsque vous les sommez, vous allez trouver le vecteur nul. Par exemple, si je prends 5, d'accord, 5, le 5, d'accord, le 5 et le 3 et le 1. Donc, à partir, calcul de la distance minimale des min à partir de H, c'est le min de colonne assommé, c'est le minimum de colonne de H assommé pour avoir le vecteur nul. Donc, par exemple, je prends colonne. La colonne. N'oubliez jamais que vous sommez toujours modulo 2. Donc, en utilisant l'addition XOR. Donc, la colonne 5.